Être et avoir, Nénette et plus récemment, de chaque instant, Nicolas Philibert a laissé traîner son regard et son écoute depuis plus de 40 ans. Des films souvent qualifiés de documentaires qui cherchent l'humanité, avant tout chez les femmes, les hommes, les enfants, chez les orang-outans aussi. Des films réunis en un seul coffret de 12 DVD et un livre, réunissant des articles, des entretiens, publiés chez Blackout. Merci Nicolas Philibert d'être avec nous sur le 64 minutes. Merci à vous. Qu'est-ce que ça vous fait d'abord de présenter une intégrale de votre travail? Plus de 40 ans de carrière déjà. Je dirais ça me fait plaisir, mais c'est un peu étrange de voir tout son travail réuni dans une petite boîte comme ça. Voilà, mais la vie continue et j'ai bien l'intention de... Et les films continuent. Alors. Continuer à faire des films. Alors quand on dit de vous, vous êtes un cinéaste documentaire, de films documentaires, est-ce que ça vous convient ou pas? Je fais des films documentaires, mais j'aime bien... j'ai dû me battre longtemps pour faire admettre et faire comprendre à mes contemporains que le documentaire, ça pouvait être une forme de cinéma à part entière, à l'égal de la fiction, et que c'était pas un genre mineur, et que c'était pas non plus du reportage, que c'était différent. Le documentaire, c'est un domaine... à mon avis, aussi riche, aussi varié, aussi contrasté que celui du cinéma de fiction. Et entre la fiction et le réel, il y a une porosité aussi. J'ai lu dans le livre d'entretien qui est à l'intérieur de ce coffret que vous provoquez parfois des situations. Il y a notamment cette scène de l'archéologue qui vous avait demandé de porter des talons dans la ville Louvre. Mais oui, bien sûr, parce que le documentaire, c'est jamais la copie du réel, c'est jamais la réalité brute, c'est toujours dès qu'on pose une caméra quelque part, on propose une relecture des événements. On va choisir de faire des plans en fixe ou des plans en caméra à l'épaule, de montrer ceci plutôt que ça, tel détail, tel, etc. C'est toujours un choix. Et donc, c'est toujours une série de choix. Si vous mettez 3 cinéastes devant les mêmes événements, vous aurez à l'arrivée 3 films complètement différents. Et en effet, il m'arrive de demander aux personnes que je sollicite d'accomplir un geste qu'ils font. Alors, c'est pas des choses extravagantes que je leur demande, mais c'est quelquefois, on a besoin de leur demander de refaire tel geste parce qu'on n'était pas là, on s'y est mal pris, on a envie de recommencer, voilà. Ce détail des gestes, c'est important, justement, chez vous, de chaque instant, ça commence justement par ces infirmiers et infirmières étudiants qui se lavent les mains. On leur apprend comment se laver les mains. Et ça, il y a un temps assez long, justement. Il y a une fascination aussi pour ce geste humain. On sent ça chez vous. J'aime beaucoup filmer les gestes, j'aime beaucoup filmer le travail, l'apprentissage. Des gens qui apprennent sont souvent un peu au comble d'eux-mêmes. Ils sont confrontés à des obstacles qu'ils vont devoir franchir, surmonter. Et du coup, ça crée des émotions. Et filmer les gens qui sont dans ces moments-là de fragilité, c'est toujours très fructueux à l'écran. Alors Nicolas Philibert, le cinéma documentaire n'est pas forcément le cinéma qui fait le plus d'entrées en France, sauf que vous, avec Être et avoir, vous avez réalisé un succès inimaginable en 2002. Je crois que c'était 2 millions d'entrées en France, 1 million à l'étranger. Alors c'est un film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, sur une classe unique, en milieu rural, en Auvergne, avec l'incroyable Jojo. On le regarde. Ben voilà. Ben voilà, eh oui. Hein. Maintenant, je vais l'essuyer avec le torchon. Oui, attends. Regardez, le pouce, le petit doigt et le pouce, ils sont tout lavés. Voyons. Ah oui, il en reste un petit peu là sur le pouce. Sur le petit doigt, le pouce, il est là. Oui. Et là, comment tu l'appelles celui-là? Dex. Le nageur. La nuit. L'air. L'eau. L'ori. Central. L'auriculaire. L'auriculaire. Il a dit l'auriculaire? Non, l'horizontal, il dit. Bon. L'horizontal.
Ça, c'est magnifique, cette séquence entre justement Georges Lopez, l'instituteur, hein, et Jojo. Vous avez filmé donc cette classe. Comment vous expliquez le succès de ce film ? Oh, je ne me l'explique pas, justement. Et c'est ça qui est toujours très étrange, c'est que on ne sait jamais à l'avance si un film va marcher, et d'une certaine manière, il vaut mieux pas le savoir, parce que si on le savait, s'il y avait des recettes, ça serait la pire des choses. Là, c'est un cadeau, au fond. Le film a marché, peut-être parce que l'école, on est tous passés par là, et je crois que quand on est adulte et qu'on a des enfants, on rêve de pouvoir se glisser dans la classe de nos enfants comme une petite souris. Parce qu'ils ne nous disent pas grand-chose en général. Hein. Ah, quand les enfants reviennent de l'école, ça s'est bien passé, ils disent rien. Voilà, donc là, on a la chance de retourner à l'école. Et en effet, il y a dans cette classe, parmi ces gamins, des personnages formidables, ce Jojo et les autres. Et il y a aussi donc la figure de Georges Lopez, l'instituteur, qui est aussi une figure très charismatique. Alors, il faut le rappeler, il s'en est suivi un long conflit, justement, après le succès de ce film, avec lui, qui réclamait d'être co-auteur du film, qui réclamait, je crois, 250 000 €. Vous avez fini par gagner, oui. Justement. Ça mettait en cause, justement, ce que devait être le film documentaire, si on commençait à rémunérer ceux qui étaient filmés. Oui, bien sûr. Je dirais heureusement que la justice nous a donné raison. Sinon, c'était le documentaire dans son ensemble qui était menacé. Mais bon, c'est un peu de l'histoire ancienne et je dirais le documentaire continue. Ce qui reste, c'est ce film. Moi, je l'ai revu. Je ne l'avais pas revu depuis 10 ans à peu près. Et il est toujours d'une grande beauté. Merci. Cette intégrale, elle permet aussi de redécouvrir, ou de découvrir, hein, justement, vos premiers films, et notamment La Voix de son maître, où vous donnez la parole à 12 chefs d'entreprise, de grandes entreprises, hein, L'Oréal, Darty, Elf Aquitaine, c'était en 1978, une parole très libre, hein, de ces chefs d'entreprise, où on sent leur désir de transmettre leur vision du monde. On va écouter celle, justement, de Daniel Lebar, de Comptoir Lyon Allemand Louillot. Écoutez. Je n'aime pas que l'on oppose la marge de décision très courte d'un balayeur et la marge de décision importante d'un patron. Je ne crains pas de dire que si le balayeur est à sa place et si le patron est à la sienne, ça demande autant d'efforts pour le balayeur de bien faire son travail que pour le patron de bien faire le sien. La différence, c'est qu'ils ont un potentiel de base et des connaissances de base qui sont parfaitement différents, mais sur le plan de l'expression de l'homme et sur le plan des efforts à faire, pour un homme qui est balayeur et qui veut bien faire son métier, c'est tout aussi difficile que pour n'importe quel patron ou homme important pour bien faire le sien. Par conséquent, je crois qu'il n'y a pas de différence de nature dans la responsabilité entre la responsabilité du balayeur qui fait bien son travail et la responsabilité du patron qui fait bien le sien. Je pense qu'il s'agit de deux hommes qui sentent une mission et s'ils veulent bien la faire, compte tenu de leurs moyens qui sont différents bien entendu, eh bien ça demande le même effort pour bien le faire. Je conseille vraiment ce film à ceux qui ne l'ont pas vu parce que c'est une parole qui est moins corsetée que celle qu'on entend aujourd'hui de la part des grands patrons. Hein. Et c'est un film qui a été censuré à la télévision, qui a été diffusé au cinéma, mais censuré ensuite à la télévision. Oui, parce que l'un des 12 chefs d'entreprise que nous avions filmés, François Dalle en l'occurrence, patron de L'Oréal, deuxième groupe mondial de cosmétiques, a fait pression. Il a saisi le cabinet du Premier ministre. Et Raymond Barre à l'époque. Hein, Raymond Barre. Et le cabinet du Premier ministre a obtenu, dans la nuit, à quelques jours de la diffusion de... sur Antenne 2, ouais. Sur Antenne 2, il a obtenu la déprogrammation et ça n'est jamais repassé depuis. Oui, parce que sous la gauche, sous François Mitterrand, ça n'est pas passé non plus, parce qu'en fait, ce monsieur de L'Oréal, c'était un ami d'enfance, je crois, c'est ça, de François Mitterrand? C'est ça. Donc 3 ans après, en effet, changement de régime, si j'ose dire, sur le service public de la télévision, Antenne 2, il arrive une nouvelle équipe qui se propose de passer le film, mais ça n'a pas pu passer non plus parce que François Dalle avait le bras très long. Alors, moi je dirais que vous êtes un cinéaste de l'humain avant tout. Vous êtes attentif à un œil qui frise, à un tremblement de voix. Et la fin de chaque instant, hein, votre dernier film au cinéma, elle est en cela très très révélatrice, hein, de votre cinéma. De chaque instant, je l'ai dit tout à l'heure, ça suit le parcours d'étudiants infirmiers. Et la dernière scène montre une étudiante en train d'évoquer ses expériences de stage avec une référente et vous y scrutez
les silences, les souffles, les mots qui ne sortent pas toujours très bien. Ça termine de façon un peu abrupte sur une vue peut-être de Montreuil. Et on sent que c'est ce qui vous anime quand vous filmez. Peut-être parfois ces silences aussi, juste ces regards. Oui, la parole, c'est et l'échange entre ces étudiants, ces étudiantes en soins infirmiers, leurs tutrices, leurs référentes, leurs enseignantes. Et c'est très touchant parce qu'on apprend et on voit ces étudiantes confrontées à leurs questions, leurs doutes, leurs difficultés. C'est pas rien de d'apprendre ce métier d'infirmier, infirmière. Vous avez 19 ans, 20 ans, vous êtes confrontés à la fragilité humaine, à la souffrance, à la fin de vie parfois. Et donc ça vous... Ils et elles sont investis d'une mission par les enseignants très forte, vraiment sur le métier d'infirmier et d'infirmière. C'est-à-dire... c'est des responsabilités énormes qu'ils et elles vont devoir endosser. C'est les pressions économiques qui pèsent sur le monde de la santé. C'est difficile à plein d'endroits et ces étudiants ont besoin de pouvoir, je dirais, déposer un peu leur fardeau, expliquer leurs peurs, leurs angoisses, leurs craintes pour être... je pense qu'il pourrait être de bons soignants, il faut être, je dirais, bien dans ses baskets, comme dirait... Et pour être un bon cinéaste de films documentaires, qu'est-ce qu'il faut être ? Je ne sais pas s'il y a comme ça. Je crois que tous les cinéastes sont différents, ont leur propre vision, leurs propres exigences. Il faut être fidèle à soi-même, il faut être authentique, il faut être sincère déjà. À partir du moment où on commence à être dans le calcul, c'est un peu fichu. Il faut résister à toutes les pressions. Il faut être soi. Il faut continuer à se questionner. D'ailleurs, c'est ce que vous disiez, enfin, c'est ce qui est écrit au début du livre qui accompagne ce coffret, où vous expliquez clairement, ne toujours pas savoir clairement ce qu'est le cinéma pour vous. Merci. Il vaut mieux pas forcément le savoir, peut-être, pour continuer à en faire. Merci Nicolas Philibert d'avoir été avec nous. On n'a pas pu parler de tous les films, de Nénette évidemment, aussi qui est un film magnifique sur cet orang-outan du jardin des plantes, un film presque radiophonique. Mais c'est à voir justement, à revoir dans ce coffret magnifique, je le conseille à tous. C'est publié aux éditions Blackout. Nicolas Philibert, les films, le cinéma. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.